Bon alors, le crayon, c'est fait, la gomme aussi, j'ai fait les traitements anti-calvitie, les tondeuses, le cure-dent. Sur quoi je vais bien pouvoir écrire? Mon Dieu, Rat, je suis le toi du futur. Je dois absolument t'avertir. Les Chinois ont envahi la France face à la pénurie de papier toilette due au Covid-19 qui dure maintenant depuis 25 ans. La population est aux abois et les morts se comptent par milliards. Surtout depuis que les extraterrestres de la dimension Z ont envahi la Bretagne. Et tout ça, c'est sans parler de l'invasion de Sauterelle. Mais oui, bien sûr, les masques. Hey, salut à tous, ici c'est Rak. Et aujourd'hui, l'on se retrouve pour parler de l'histoire des masques chirurgicaux. Eh oui, ne vous êtes-vous jamais demandé quelle était l'histoire de ces masques bleus que nous nous mettons à présent sur le nez à chacune de nos sorties et qui sont devenus en peu de temps un véritable élément de la vie courante? Non, personne? Eh bien, grâce à ce nouvel épisode qui ne manquera à coup sûr pas d'égayer vos amis dans vos soirées, sur Zoom, vous allez à présent pouvoir connaître celle-ci. Et aujourd'hui, je ne serai pas seul, puisque je serai accompagné d'une matérialiste dans cet épisode. Bonjour. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un masque chirurgical? Eh bien, c'est très simple. Un masque chirurgical, aussi nommé masque d'hygiène à 3 plis ou masque anti-projection, est en fait un masque jetable conçu pour limiter la propagation des germes, dont par exemple un célèbre virus dont je ne nommerai pas le nom, la grippe porcine, ce via les voies respiratoires de la personne portant le dit masque. Je me filme parce que j'ai pas trouvé une vidéo libre de droit avec une foule portant un masque. Le masque retenant en fait les gouttelettes, postillons et autres joyeusetés, il n'y en a pas d'autres, réduisant ainsi grandement les risques de contamination microbienne. Habituellement porté par les professionnels de la santé pour des interventions chirurgicales, d'où son nom c'est QFD, ce dernier a connu récemment un gain de popularité parmi la population, comme vous l'aurez très certainement remarqué, grâce à la mode bien évidemment. Mais place à l'histoire, car les masques chirurgicaux ne sont pas apparus du jour au lendemain. Et oui, bien que leur première utilisation date de la toute fin du 19e siècle, il y a plus de 2000 ans, sous l'Empire romain, des masques à des fins protectrices étaient déjà portés. C'est via les mines de Cinabre, en Espagne, qui fournissaient du mercure à l'ensemble de l'Empire romain, que l'emploi de masques protecteurs est attesté pour la première fois, ce via le médecin et naturaliste grec Dioscoride. Les mineurs de l'époque utilisaient en fait des vessies animales avec lesquelles ils se couvraient le visage, ce afin de se protéger des vapeurs toxiques dégagées des excavations. Ces mêmes protections à base de vessie étaient aussi utilisées dans les ateliers où l'on réduisait et affinait le dicinabre, aussi appelé minium, qui servait en fait entre autres à concevoir de la peinture anti-rouille. Pline l'Ancien, que vous avez sûrement déjà entendu dans certaines vidéos, avait pour sa part rapporté dans son ouvrage Histoire naturelle que, je cite, « Ceux qui polissent le minium dans les ateliers s'attachent sur le visage des vessies sans les serrer, de manière à ne pas attirer en respirant cette poussière malfaisante tout en voyant à travers elle. » En revanche, pour voir apparaître les premiers masques servant à se protéger contre les maladies, il faut attendre le Moyen-Âge et la Renaissance, avec les pestes et épidémies qui ravagent l'Europe entre le XIVe et XVIIIe siècle. Mais oh là là, je passe de suite le micro au matérialiste pour cette partie-là. Merci Horak. À l'époque, je ne vous apprends rien, on n'avait pas connaissance des virus et bactéries. La théorie en vogue depuis l'Antiquité était que la contagion se propageait en fait par la bouche et le nez, via les mauvaises odeurs qui étaient supposées être la cause principale des transmissions. C'est ce que l'on appelait la théorie des miasmes. Pour lutter contre ces mauvaises odeurs, supposées donc à l'origine de la contagion, ces miasmes, plusieurs médecins de peste de l'époque commencèrent alors à porter des costumes divers et variés, censés atténuer celle-ci. Mais c'est en particulier celui créé par Charles Delorme, le premier médecin de Louis XIII, qui devient populaire. Celui-ci imaginant en 1619 un costume protecteur de la tête aux pieds, sur le modèle de l'armure d'un soldat qui possède en fait un nez, long de 16 cm en forme de bec. Ce bec, qui fait donc office de masque, le plus souvent fait en carton bouilli ou en cuir, connaît en effet un grand succès, et il est rapidement porté par d'autres médecins du XVIIe et XVIIIe siècle. Il ne possède en fait que 2 trous pour respirer, et il est rempli de divers parfums censés masquer les mauvaises odeurs. Ces derniers étaient ainsi remplis par exemple d'herbes, d'épices, de camphre, de fleurs séchées telles que des roses ou des œillets, de clous de girofle, ou encore même parfois d'une éponge de vinaigre. Utilisé entre autres pour les pestes comme celle de Rome en 1656 ou celle de Marseille en 1720, ils deviendront tellement populaires qu'ils seront d'ailleurs l'un des attributs d'un nouveau personnage de la Commedia dell'arte, le Medico della Peste. Mais bien que pour les pestes et autres maladies, de nombreuses matières parfumées seront encore utilisées en médecine jusqu'à l'époque moderne, et le port du masque sera en vigueur chez les médecins en cas d'épidémie. En revanche, pour ce qui est des opérations chirurgicales, l'on utilisait, rien.
Mais c'est alors qu'arrive le 19e siècle et un certain Paul Berger. Et oui, à la fin du 19e siècle, grâce aux divers progrès réalisés en médecine, via tout particulièrement Louis Pasteur, qui invalide la théorie des miasmes en démontrant en 1857 l'existence d'un genre infectieux microscopique, les microbes, et le rôle de ceux-ci dans les maladies infectieuses, un médecin allemand du nom de Karl Flöge, rip la pronom, en vient à la suspicion très suspecte que la propagation de maladies entre médecins et patients pourrait en fait se faire via la salive. Dégueulasse. Chose qu'il démontre peu de temps après en demandant à un de ses confrères de parler, tousser et éternuer devant des plaques de gélose disposées dans une pièce, qui, quelques jours plus tard, se couvre de colonies bactériennes. Je vais vomir. Ce dernier commençant dès lors à plaider auprès de ses confrères pour le port du masque lors des opérations chirurgicales. Confrères parmi lesquels se trouve donc un certain chirurgien français du nom de Paul Berger, qui, convaincu de la chose, fait partie des premiers, si ce n'est le premier d'ailleurs, à enfiler un masque lors d'une opération. Ce à l'hôpital Thénon à Paris en octobre 1897, qui est la première opération de l'histoire référençant l'utilisation d'un masque facial. Mais loin d'être le masque chirurgical que nous connaissons aujourd'hui, il s'agit alors d'un simple masque en tissu. Ce dernier plaidant dès lors à son tour la cause du masque, et interdisant même de parler au cours des interventions par peur de répandre des gouttelettes. Mais, rapidement, sa plaidoirie se heurte face à l'opposition de certains de ses collègues. Une opposition qui va durer durant des années. Quand par exemple en 1900 Berger présente le masque qu'il s'est imposé, l'un de ses collègues, le chirurgien Terrier, le ridiculise publiquement en déclarant qu'il ne portera jamais de masque. Une confrontation parmi tant d'autres et une opposition d'autres médecins qu'il rencontrera jusqu'à sa mort en 1908. En revanche, 10 ans plus tard, un événement va changer radicalement la perception du masque en médecine et aider la popularisation de celui-ci, autant parmi le personnel médical que parmi la population, en prouvant son efficacité. L'arrivée de la grippe espagnole. La grippe espagnole qui s'est répandue de 1918 à 1919, et qui n'avait rien d'espagnol au passage puisqu'elle provenait de Chine, le nom lui ayant été donné car l'Espagne qui avait une presse libre fut la première nation à en parler ouvertement, mais ça c'est notre histoire, et qui a provoqué la mort de 50 millions de personnes environ selon les chiffres, fut en effet une des conséquences qui fera que le masque sera massivement utilisé à des fins protectrices. Il s'agissait alors le plus souvent de simples masques en tissu ou d'un carré de gaz que l'on imprégnait d'antiseptique. Au début utilisé par les médecins, l'épidémie se répandra de même que l'utilisation du dit masque. Infirmières, malades, mais aussi soldats, policiers, secrétaires, postiers, chauffeurs et j'en passe en porteront à leur tour. Enfin du moins dans certains pays. Aux États-Unis, où la chose fut quand même prise au sérieux, il sera par exemple interdit de prendre les transports en commun sans en être équipé, et certains lieux comme le théâtre ou le cinéma seront quant à eux même fermés au public. Toute ressemblance avec des éléments actuels serait fortuite. Chez nous en France en revanche, la situation sera quelque peu différente. En octobre 1918, une commission spéciale de médecins, sous ordre du gouvernement, préconisera le port d'un masque en tissu parmi ses recommandations, en plus des gestes barrières de base. Mais ce dernier n'est donc qu'une suggestion comme dit, et qui arrive en plus de cela parmi les dernières des recommandations. Plus inquiétant encore, malgré ces recommandations, le port du masque devient l'objet de débats entre médecins, et n'est pas pris au sérieux par la majeure partie de la population. On peut ainsi lire dans certains journaux, eux aussi datés d'octobre 1918, que, je cite, enfin le matérialiste cite, « Pour le soigner, il ne me semble pas très utile de mettre un masque. Si le microbe de la grippe est un virus filtrant, c'est-à-dire qu'il traverse le filtre Chamberlain, ce n'est pas un masque de gaz qui l'empêchera d'arriver jusqu'à vous. » Un autre daté du 26 février 1919 rapportait quant à lui que la population française ne l'adoptait pas par peur du ridicule, et qu'elle préférait, je cite, il cite, « se laisser assassiner par les pneumocoques et tous les agents microbiens qu'expulsent les sujets malades, qui toussent, éternuent à l'envi dans les tramways, les autobus et les métros. » Toute ressemblance avec des éléments actuels serait fortuite, comme quoi Twitter n'a rien inventé. À ce propos, sachez d'ailleurs que la Terre n'est pas plate. Cependant, faute à un nombre de morts de plus en plus élevé, le port du masque finira par s'imposer dans plusieurs pays. Ceux notamment proches de chez nous, en Angleterre, où personnel médical, tout comme soldats et civils, le porteront, ceux notamment dans les quartiers les plus fréquentés de Londres. Le même article déclarait ainsi que l'assistance publique l'avait quant à elle imposé à tout son personnel et recommandait aux Français de faire de même. Bref, une sensibilisation beaucoup trop tardive qui, ajoutée au contexte de la sortie de la Grande Guerre, causera les ravages que l'on connaît de la grippe espagnole.
En revanche, l'expérience aidera grandement au développement du masque, dont l'efficacité ne sera à partir de là plus approuvée. En 1924, comme le rapporte l'ouvrage L'habit du chirurgien en salle d'opération 100 ans d'histoire, ne lisez pas cet ouvrage, de nombreux chirurgiens réputés excellents portaient ainsi le masque lors des opérations. Bon, sous le nez pour mieux respirer, ce qui ne servait un petit peu à rien, mais c'est l'attention qui compte. Car on le rappelle, une trentaine d'années avant seulement, presque aucun chirurgien n'en portait. En 1930, celui-ci devenant finalement une partie intégrante de la tenue pour toute opération. Tiens, je te laisse finir, Junior. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, au vu du nombre d'inventions et de multiplication des masques, des normes visant à encadrer la fabrication de ceux-ci verront finalement le jour, visant à garantir leur qualité, notamment dans le cadre médical. Les masques chirurgicaux seront dès lors distingués des appareils de protection respiratoire tels que les masques FFP2 et j'en passe. Enfin, en 1980, nouvelle révolution dans le monde du masque. Apparaît le non-tissé stérile à usage unique qui sera dès lors massivement utilisé, donnant la base des masques que nous utilisons encore de nos jours. Enfin, concernant le futur, pour ce qui est des masques, notamment chirurgicaux, de type FFP2 ou même lavables, utilisés aujourd'hui pour faire face à la pandémie, des matériaux tels que les polymères ou encore des nanoparticules d'argent ou de cuivre sont aujourd'hui à l'étude. De même que des masques qui seraient capables de changer de couleur en fonction de leur réaction au dépôt de particules virales. Bien que la priorité soit aujourd'hui surtout pour le moment donnée dans un premier temps aux masques biodégradables qui sont déjà en train d'être produits pour essayer de faire face aux milliards de masques jetables qui sont déjà un nouveau problème écologique et participent même à la propagation du virus. J'adore finir sur une note positive. Et voilà, c'était donc l'histoire du masque chirurgical que nous portons aujourd'hui quotidiennement. On espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Matérialiste, qui est dédiée à la présentation et à l'histoire d'objets divers et variés. Merci de m'avoir invité. Et à me retrouver quant à moi sur ma chaîne secondaire et mes divers réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, en particulier vu la thématique de l'épisode, et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo.